Le vendredi à 13h, le sport prend le pouvoir sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient-Ferré. Non, j'ai déjà pas dit, m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel par les mains! Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là. Les mecs de Paris sont balèzes. Ils sont balèzes, les mecs de Paris. Marie, je vais couper les micros. Attention. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Quand tu fais un tournoi, peu importe, t'en peux aller jusqu'au bout. Les supportristes ont renoncé à faire du shopping ce samedi après-midi pour venir encourager les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ah oui, génial. Les mecs, ils sont quand même derniers, au fond du fait tout, voilà. Allez mon petit bonhomme! Oui, mon petit bonhomme, bravo! Et puis comme dirait l'autre, après avoir vécu une saison comme ça, on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la planète sport, la planète IDFM Sport pour une nouvelle semaine, la 44e depuis bien le début de l'existence de cette émission. Comme chaque vendredi, 13h-14h, le sport prend le pouvoir sur IDFM 88 FM. Et pour m'accompagner aujourd'hui, bien mon équipe de Dream Team est encore là, ma Dream Team est encore là même. Eddy Amari est avec nous, salut Eddy. Salut Manu, salut à tous. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Voilà, bonjour voilà. Paris, tout c'est à beau, fait. Bonjour Paris. C'est magnifique. Franchement, beau, c'est très classe. Bravo. De quoi on va parler? Un coup de gueule, je crois, aujourd'hui. Coup de gueule envers le Milan AC qui, d'année en année, perd en crédibilité et il laisse son âme. Eh bien écoutez, on va parler de ça bien sûr dans l'humeur de monsieur Eddy Amari. Linden Lutello, il est avec nous pour sa chronique Twitter en fin d'émission, la chronique de notre sportif bien sûr. On va savoir ce qui se gazouille un petit peu sur le web, et puis également on va avoir un grand débat, un grand focus on va dire. Exactement, salut Manu, salut l'équipe, salut les auditeurs. Donc on va parler justement de la Coupe du Monde qui va arriver au Brésil avec... pas la qualification, mais la deuxième place de la France, donc la France qui arrive au barrage. Donc on va parler des qualifiés, on va voir les forces en présence, les meilleurs adversaires possibles pour la France, et puis voilà, on va faire le petit tour. Le petit tour bien sûr de ces éliminatoires zone Europe. Et puis bien sûr, Valentin Paris, il est avec nous une semaine encore bien sûr. Valentin qui va nous parler d'Île-de-France, et il y en a des choses à voir dans l'Île-de-France. Salut Valentin. Salut Manu, salut à tous, salut l'équipe. Allez, c'est quoi le programme un petit peu de ce journal? Écoute, on va rajouter une petite chronique entre guillemets, c'est l'entrée dans mon journal de Créteil, l'US Créteil qui vient de Ligue 2 quand même. Il faut en parler, c'est important. Exactement. Puis comme d'habitude, le national avec le Red Star et le Paris FC. Est-ce qu'on va déprimer aujourd'hui? Non. Les deux ont gagné en Coupe de France, donc non, on va pas déprimer. Ah, voilà une bonne nouvelle les amis. Mais bon, il y a encore des mauvais résultats pour le hand. Une belle victoire de Beaumont. N'en dis pas trop, n'en dis pas trop bien sûr, parce qu'on va en parler dans le JT d'Île-de-France. Ça fait plaisir Valentin. Au milieu de cette émission, et Eddy Amari en est ravi. Un absent. On est ravi, oui. Aujourd'hui, t'as vu la rime, elle est belle, c'est une rime riche, les amis. Un absent aujourd'hui, monsieur Greg Drouillat, retenu pour le travail, et qui n'est pas avec nous. Peut-être qu'il sera là en fin d'émission, on ne sait pas. Tête, le mec. Il a pris la grosse Canal, tête. il a plus le temps. Et justement, les amis, comme vous le savez, on commence toujours l'émission avec les messages de nos auditeurs. Et j'ai reçu sur, écoutez, la boîte vocale de IDFM Sport, j'ai reçu un message cette semaine, un message qui est adressé à monsieur Greg Drouillat. Alors, on va écouter, c'est Gérard, notre ami Gérard, qui apprécie énormément l'émission et qui a voulu nous envoyer ce message-ci. La semaine dernière, j'ai écouté votre Monsieur Info, Greg Drouillat, sur les matchs internationaux, là, et j'ai perdu 100 € au loto-foot. On en parle de ça? Alors, en effet, Gérard, on va même profiter, Greg ne soit pas là, pour revenir sur ses déclarations de la semaine dernière. Un petit zapping, notamment concernant le Côte d'Ivoire-Sénégal. C'était Greg Drouillat la semaine dernière. Je pense que c'est réellement sur une pente ascendante, le Sénégal. Honnêtement, en termes de défense, même offensivement. C'est quoi ça? Attention, parce que pour moi, c'est une courbe qui est en train de s'inverser. La Côte d'Ivoire est pour moi sur une pente descendante et le Sénégal est sur une pente ascendante. Ouais, Parce que moi, les gars, je mets un biais sur le Sénégal.
Alors, mais il y en a un autre aussi. Hein. Alors attention, parce il y en a un autre. On va pas sauter les étapes. Ah bah oui. On va pas sauter les étapes. Il bien fallait entendu. être présent, Greg. Il fallait quand même pour le te dire. défendre. Hein. Greg dit donc qu'il met un billet sur c'est le Sénégal. Donc voilà. il dit résultat du match quand même entre 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, non, c'est bien ça. Alors également Gérard qui a perdu donc 100 € au loto-foot avait dû écouter l'avis de Greg Drouillat sur le groupe D. Vous savez, le groupe des éliminatoires à la Coupe du Monde 2014. Ah oui, avec la fameuse équipe hongroise. Europe, voilà, tout à fait. D'accord. Alors d'un côté on avait Greg qui voyait lui plutôt la Hongrie et puis toi Eddy c'était un peu plus la Turquie, il faut quand même le dire. Ah non, moi je suis pas là-dedans. Non. Moi je suis pas dans les histoires avec Gérard. Ok, ça se passe entre Greg et Gérard. Moi je n'ai rien à voir là-dedans. On écoute la pige de la semaine dernière et on juge tout de suite le zapping. Dans le groupe D, tu l'as dit, les Pays-Bas sont qualifiés. La deuxième place se jouera entre une ancienne grande puissance du football européen, la Hongrie. Ah oui. Très longtemps. Ça serait fou. Ouais. Ça serait fou de retrouver la Hongrie. Et les Hongrois ont un point d'avance sur la Turquie. Ouais. Et les deux équipes affrontent les Pays-Bas. D'abord, la Hongrie va jouer aux Pays-Bas et ensuite la Turquie accueille les Pays-Bas. Pour le dernier match des Hollandais. Voilà. Avantage Turquie alors, on peut le dire. Avantage Turquie, mais je vois bien une petite surprise. Moi, je vois bien les Hongrois. Ouais. Je vois bien les Hongrois passer, être deuxième de ce groupe. Moi, j'aime bien quand les Turcs. Alors, on a coupé. Bravo. Non, parce que voilà. Bravo, comme on a coupé, en fait, j'avais dit que la Côte d'Ivoire allait battre le Sénégal. Bravo. Non, mais quelle objectivité. Ce que tu voulais dire, c'est que t'aimerais bien que la Turquie aille en Coupe du Monde. Donc, alors, Gérard, suis mes conseils et la semaine prochaine, tu gagneras 200 €. Gérard, et tu pourras quitter la France. Voilà. Donc, Turquie. Et je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Turquie, Hongrie, les amis, Hongrie ou Turquie. Et non, ni l'un ni l'autre, c'est la Roumanie qui jouera les barrages. La Hongrie qui a été étriée 8-1 aux Pays-Bas notamment. Ouais. Et pour enfoncer le clou, je crois que le sélectionneur hongrois, c'est Sandor Egervari, qui a présenté sa démission. Pour vous dire, Greg Drouillat a dû quitter le pays également. Tout faux. Greg Drouillat avait tout faux. Ça méritait bien un bel hommage. Greg, droit de réponse bien sûr à la semaine prochaine pour le grand retour de Monsieur Info dans IDFM Sport. Et Gérard, toutes nos excuses quand même pour les 100 € qui ont été perdus. On te les remboursera bien sûr pas. Greg te les remboursera. Donc Greg, on verra avec Greg parce qu'il a une grosse paye. Il travaille chez Canal. Canal, ça paye bien. Ça paye bien. J'en profite, mes amis, dans cette intro toujours un petit peu longue pour vous dire merci un petit peu à nos auditeurs. Merci à nos auditeurs et merci également à nos confrères journalistes à IDFM puisque j'ai eu l'honneur, messieurs, hier et on a eu des félicitations applaudies par toute la salle lors de la réunion d'IDFM chaque mois. Voilà, on a été plébiscité apparemment par les auditeurs et par nos confrères, en tout cas nos pairs même j'ai envie de dire, qui ont dit qu'on était l'émission qui avait de plus de qualité et ces félicitations venaient de la part de notre rédactrice en chef Eugénie Dupaquier. C'est sympa. Donc voilà, je voulais remercier quand même surtout nos auditeurs, nos pairs, ça viendra après. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc j'en profite pour vous dire merci beaucoup chers auditeurs et ravi de voir que vous êtes surtout de plus en plus nombreux. On va démarrer cette émission avant de passer au journal les amis avec un petit hommage, un homme qui nous a quittés d'ailleurs cette semaine, c'est Bruno Metsu, il avait 59 ans, entraîneur globe-trotter, figure du foot français ayant réussi dans des pays exotiques. Ce colon du football sans l'esprit colonial c'est en tout cas ce que disaient ses amis de lui en France. Moi je vous ai retrouvé un petit sonore de Bruno Metsu où il nous raconte bien les coulisses de la victoire du Sénégal face à la France en ouverture de la Coupe du Monde 2002, on s'en rappelle. Il était alors entraîneur du Sénégal. Regardez comment il racontait ses exploits il y a quelques mois, c'était il y a même quelques années et quelque part regardez qui était Bruno Metsu. Si on revient par rapport à 2002, il y avait des conflits, les joueurs d'entraînement, ils étaient agressifs parce qu'ils perdaient un match, ils voulaient pas perdre, ils se chambraient, des moments on devait intervenir parce que tout le monde ne sait pas comment on vivait à l'intérieur du groupe, mais des moments c'était tellement chaud, tellement ils avaient cette culture de la gagne que ça devenait presque fou quoi. Et je me souviens moi l'échauffement avant la France, on s'était échauffé dans une petite salle pas plus grande que ça parce le terrain c'était l'inauguration, c'est la cérémonie d'ouverture, donc on n'avait pas le droit de s'entraîner sur le terrain, on s'entraînait dans la salle. Et ça m'a marqué l'échauffement où les joueurs se tamponnaient, se mettaient dans le mur, cette agressivité qu'il y avait en eux. Même moi, ça me faisait peur. Pendant l'échauffement, ils risquaient de se blesser tellement ils avaient la force mentale et cette grinta pour gagner. Parce que de leur tête, c'était pas essayer de faire match nul, c'était pas essayer de bien faire. Non, c'était de gagner. Il n'y avait que ça de leur tête, c'était de vouloir battre la France. Et ça, c'était énorme. Parce que je veux dire, à l'époque, on était vraiment les petits poussés. Tout le monde je me souviens quand on est arrivé en 2002, les gens se moquaient un peu de nous. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fait le tirage au sort, il y avait des grandes équipes comme la France, le Danemark, l'Uruguay, et donc tous les coachs avaient des limousines pour aller à la cérémonie. Moi j'étais avec les 3-4 journalistes dans un minibus
Parce que bon, j'étais un entraîneur de rien du tout, donc ils m'ont mis dans le minibus avec les journalistes français, un journaliste italien de la Gazzetta dello Sport. Et en revenant, les journalistes de France Football, de l'équipe, ils disent oh là là, finalement pour la France, ce sera pas facile parce que le Danemark, l'Uruguay, et même le Sénégal, ce sera pas évident quoi. Et le journaliste de la Gazzetta dello Sport, il dit mais attendez, que vous ayez peur du Danemark et de l'Uruguay, avez peur, c'est comme les champions du monde, on peut comprendre. Mais le Sénégal, le journaliste, il n'y a que Youssou N'Dour au Sénégal, il n'y a pas de football au Sénégal. Et si tu veux, cette phrase m'a marqué. Et après ça, l'histoire est extraordinaire parce qu'après ça, il y a eu la conférence de presse d'après-match et le même journaliste voulait m'interviewer. Alors Bruno, mais c'est fabuleux, extraordinaire. J'ai dit non, c'est pas fabuleux. Au Sénégal, il n'y a que Youssou N'Dour, il n'y a pas de football. Donc c'était la réplique là, tu vois. Donc pour te dire que c'était vraiment, quand on est arrivé en Coupe du Monde, on est arrivé vraiment par la petite porte. Les gens, personne ne croyait en nous. C'était quelque chose d'incroyable. Mais les joueurs, entraîneurs, ont préparé quelque chose. Les joueurs, les entraîneurs avaient préparé quelque chose. Un petit mot, messieurs, sur Bruno Metsu qui est disparu malheureusement en début de semaine. Un petit tour de table. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Bruno Metsu ? Ça évoque, comme tout le monde, ça évoque le France-Sénégal de 2002. Je me rappelle, j'étais en cours de maths avec monsieur David qui a décidé d'arrêter son cours et de nous mettre le match. Bon, en dehors de ça, oui, on voit même son interview, que c'est un grand homme. Et puis la preuve, il a encore parlé récemment. Enfin, quelques jours avant sa mort, il a parlé à la presse par rapport au fait qu'il se battait, par rapport à sa maladie ou autre. Donc, 3 cancers, il avait dit. 3 cancers, donc un grand homme qui s'est battu et un vrai meneur d'hommes, parce que comment il a mené le Sénégal jusqu'en quart de finale justement de ce mondial 2002, voilà. Enfin, hommage à lui. Et puis. Eddy, pareil. Ouais, nos premières Coupes d'Afrique, un homme vraiment passionné de football et passionné du continent africain qui a laissé sa vie au football et qui lui a bien rendu. En tout cas, on aura une immense pensée pour sa famille et pour tout le milieu du football qui a été vraiment très attristé par cette disparition. Il fallait en parler. Allez, mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est 13h passé de quelques minutes et on va tout de suite partir sur les informations en France et dans le monde. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard. Oh. Alors non, c'est pas avec Greg Drouillard, mais c'est bien avec Emmanuel Moine aujourd'hui. Et à la une de ce vendredi 18 octobre du football et le grand retour de la Ligue 1 après 10 jours de trêve internationale. Et la 10e journée débute ce soir avec 2 matchs dès 20h30. Nice 6e reçoit l'Olympique de Marseille 4e. Également, Reims accueille Toulouse pour un duel au milieu de tableau. Le Paris Saint-Germain accueille Bastia samedi dès 17h. Et puis à 20h, 4 rencontres, dont un très alléchant, Montpellier-Lille. Suite et fin de cette 10e journée dimanche. À 14h, Monaco, le leader, se déplace à Sochaux. À 17h, Saint-Etienne reçoit Lorient. Enfin, l'affiche Canal+ à 21h. Linden ? Je ne sais même pas. Lyon-Bordeaux. Voilà. Je ne sais même plus. Match dans le match. Non mais tu sais que rien que pour te dire que c'est Olympique Lyonnais, je sais plus. Tu suis même plus. Pour l'instant, même Olas le suit plus parce qu'il fait les interviews pour finir. Je ne suis même plus Olympique Lyonnais pour l'instant. On reste en France pour une information qui ne va pas ravir les supporters de football et pour protester contre l'application de la taxe à 75% sur les hauts revenus, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient boycotter la prochaine journée de championnat. Une assemblée générale de l'UCPF, c'est le syndicat des clubs professionnels français, doit se prononcer sur la question le jeudi 24 octobre prochain. On écoute, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Louvel, le président du syndicat des clubs, qui nous parle des risques de cette mesure gouvernementale, des risques bien sûr pour les clubs. Il y aura au moins 1 voire 2 clubs en Ligue 1 qui seront pratiquement en règlement judiciaire, qu'il y aura des ventes de joueurs très importantes sur des clubs de renommée en France, et on a vu ce que ça la représente sur Le Mans, sur Sedan. Et bien demain, ce seront d'autres clubs également de Ligue 2 ou des clubs moyens de Ligue 1 qui tomberont les uns après les autres. Les uns après les autres. Les amis, un petit mot sur justement cette grève possible ou probablement pas. Vous y croyez, vous, en tout cas, cette grève la semaine prochaine ? Moi, je crois qu'elle est fortement possible. Mais après, alors j'écoutais parce qu'ils en parlaient si on peut citer les confrères d'RMC. Bien sûr. Ils parlaient qu'on aime beaucoup de cette grève et que le vrai problème, ce serait l'amalgame qui serait fait au niveau du grand public, puisqu'en fait, on croirait que c'est les joueurs qui feraient la grève et pas. En fait, alors que c'est les clubs qui lancent cette grève parce que c'est eux qui doivent payer justement
ce pourcentage, 75% voilà. de taxes. Ouais. Par contre, moi, alors je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas trop compris le rapport avec les clubs de Ligue 2. C'est-à-dire parce qu'en fait, pour moi, c'est les clubs de la Ligue professionnelle qui sont en fait qui sont unis. Donc sont unis, tout à fait. Okay, derrière ce syndicat-là. Pour moi, il y a que quelques clubs de Ligue 1 qui sont concernés. Enfin, ça va pas tous les toucher. Je sais que ça touche, voilà, PSG, enfin le PSG, Lyon, etc. Enfin, des joueurs, il y a des clubs où ils ont. Surtout PSG, Monaco, de ce qu'on voit. Monaco, non, puisque Monaco ne paiera pas parce qu'ils sont exonérés. Et c'est là. Finalement, au début, j'étais pas trop d'accord sur le fait qu'avant, tout le monde aimait Monaco quand ils n'avaient pas d'argent et maintenant qu'ils ont de l'argent, on les critique. Moi, au début, je me suis dit, non, Monaco, ils ont le droit de jouer comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand on se dit que les clubs sont en difficulté, je me dis finalement, Monaco devrait quand même, sur certaines choses aussi, être pénalisé malgré. Après, c'est les règlements là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, la grève, elle est fortement possible. Après, aller jusqu'en Ligue 2, juste par solidarité de football professionnel, ça serait vraiment gâcher quelque chose, sachant que les calendriers sont déjà très chargés et qu'on arrive à une année Coupe du Monde. Donc, ça va pénaliser les joueurs et ça va. Parce qu'à la fin de l'année, les matchs qu'il y aura attrapés, il y aura peut-être des joueurs qui vont perdre leur sélection à cause de ça. Exactement. On sait comment ça marche. Vas-y, dis. Si je peux. Là, cette grève fortement possible parce que il me semble qu'on a déjà vu ce cas de figure en Italie. Les joueurs ont déjà fait grève en Italie. En Espagne, il y avait eu des menaces. En Espagne, il y avait eu des menaces. Souvenez-vous, le Real et le Barça. A dit qu'il suivrait le mouvement de grève et tout à coup ça s'est arrangé. Mais surtout, je pense que ça peut, comme tu le disais, Linden, choquer le grand public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le football professionnel et l'industrie du spectacle à plus grande échelle amène beaucoup d'investissements, beaucoup d'investisseurs et draine beaucoup d'argent. Cet argent-là est reversé à l'État dans une autre forme par rapport aux impôts, parce qu'il faut savoir que Zlatan Ibrahimovic, certes, a un gros salaire, mais Zlatan Ibrahimovic est payé par des Qataris et paye ses impôts en France. Donc c'est de l'argent qui revient aux Français. Et plus en général, le football amateur vit grâce au football professionnel. Donc toucher au football professionnel, c'est toucher également au foot amateur, à savoir lorsque vous emmenez vos enfants au football, les chasubles, les maillots, les jeux de ballon. Donc ça va être très très difficile pour le football de se relever si cette taxe passe. Valérie Fournéron, la ministre des Sports, a dit qu'elle ferait en tout cas une exception à propos de ces 75% de taxes sur les hauts revenus. Donc on va attendre. Peut-être que ça pourrait débloquer la situation. Déjà, il parlait de faire 50%. Si je dis voilà, c'est ça, complètement. C'est faire une exception parce que justement, les structures aujourd'hui du sport en France ne sont pas assez développées pour prendre une charge de taxes, justement, une charge imposable aussi importante. Affaire à suivre en tout cas. Je suis pas dans les comptes des clubs, mais je pense que quand tu as les moyens de payer plus d'1 million les joueurs, c'est carrément tu peux le faire. Il y a quand même une petite hypocrisie quand même. Et puis si Olas, c'est le lobby Olas Trio, on va dire. Exactement. Voilà. Donc il y a quand même une hypocrisie là-dessus. Mais il faut penser aux petits clubs aussi. Oui, mais qui vont payer moins. Ils vont payer moins, bien évidemment. Ils vont payer beaucoup moins, mais il y a un prorata derrière. Mais le PSG, par exemple, il n'y en a pas à se plaindre parce qu'ils sont bien capables de le payer sans problème. Mais après, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il n'y aura plus de clubs qui survivront. Moi je vois que juste par rapport à ce que j'ai appris, après j'ai pas vu trop de conséquences néfastes parce que moi j'ai vu que justement pour le moment on ne sait pas s'il y aura la grève. Beaucoup de gens disent que c'est impossible aujourd'hui de faire cette grève là. On attend de voir, bien sûr. On vous donnera plus de précisions dès la semaine prochaine. En tout cas, il faut savoir, c'est les gros clubs qui seront pénalisés pour cette grève, vous le verrez à la fin. De toute façon, les Bordelais, ils font grève depuis le début de la saison. C'est pas une journée de plus qui va leur faire. Une journée de plus, ils ont rien à faire. T'as bien raison. Ils sont sur le bord des plages Arcachon. Tranquille. Chips passe Coca. le week-end là-bas. Tranquille. Voilà. On reste en football. Nous reviendrons bien sûr sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 tout à l'heure en débat. La FIFA a publié jeudi dernier son classement trimestriel. Aux 3 premières places, on retrouve l'Espagne, l'Allemagne et l'Argentine. La France pointe à la 21e place de ce classement et ne sera donc pas tête de série pour les barrages. À noter également que la Suisse et la Belgique, respectivement 5e et 7e, seront tête de série. La Belgique est combien ? 5e. 7e, pardon. La Belgique est 7e. Non, 5. La Belgique est 5e. Oui, pardon, excuse-moi. 5e et la Suisse. Donc la Belgique est 5e, ça aura participé à la dernière Coupe du Monde, ça aura participé au dernier Euro. C'est n'importe quoi. C'est le classement FIFA. Ce classement, on n'a même pas en parlé. 10 ans d'absence, ça se fait. Alors, ce qui se passe justement avec la Suisse et la Belgique, donc on l'a dit 5e et 7e, et bah du coup, l'Italie qui pointe à la 8e place, vraisemblablement ne sera pas dans le chapeau 1 pour le tirage de la Coupe. C'est déjà fait. Du fait. Non, parce que je crois qu'il y a une condition en fait comparée à un autre match d'une autre zone. Alors en fait, la condition, je crois qu'il y a Colombie ou je sais plus quoi qui doit jouer. Et s'il gagne, la Belgique passe 4e. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'Italie va gagner une place derrière. Donc pour le moment, l'Italie, du fait de son match nul contre l'Arménie, je crois, bah du coup l'Italie n'est pas tête de série, ne sera pas dans le chapeau 1 pour le tirage. Donc l'Italie finaliste du dernier Euro et qui a terminé en tête de sa poule et derrière la Belgique.
Exactement. Ok. Et la Belgique était au dernier Euro, non? Chez eux? On a regardé à la télé. Ok. C'est n'importe quoi. C'est exactement ça. C'est le classement FIFA. En tout cas, nous, on a gagné 3 places, je crois. Ou 2 places. C'est déjà très bien. Fair play. Magnifique, hein. Super. Magnifique. Un mot de tennis, les amis. Et les stars mondiales de la petite balle jaune sont à Moscou toute cette semaine. Si Alizé Cornet et Adrien Manarino ont été sortis dès le premier tour, Richard Gasquet, tête de série numéro 1, a dominé le russe Yevgeny Donskoy en 3-7, 6-3, 3-6, 6-1. À Vienne, de son côté, Gaël Monfils a perdu d'entrée contre le Tchèque Jaroslav Pospisil. Et une petite stat qui va te plaire, Eddy, ce fameux Tchèque, donc Pospisil, c'est sa première victoire cette année sur le circuit ATP. Donc contre Gaël Monfils, pour changer, c'est très bien. Bravo. Son gars a gagné sa place en quart de finale aux dépens de Daniel Brons en 3-7 aussi, 7-5, 1-6, 6-3. On passe à l'Ovalie et la Edge Cup qui joue sa deuxième journée ce week-end. Côté français, dans la poule 1, Castres se déplace au Leinster. Dans la poule 2, le leader Toulon affrontera les Cardiff Blues au Pays de Galles. Dans la poule 3, le choc entre les Saracens et Toulouse du côté de Wembley. Après leur affrontement dans la poule 4 la semaine dernière, le Racing ira à Llanelli et Clermont accueille les Harlequins. Enfin, dans la poule 5, Montpellier accueille le Ulster. Et dans la poule 6, bien sûr, Perpignan et Édimbourg. Un petit tour sur la planète basket, même avec de l'Euroleague et Nanterre qui a failli réaliser l'exploit. Je ne sais pas si vous avez suivi hier soir face au mythique CSKA Moscou. On peut le dire, CSKA Moscou, c'est l'une des plus grandes équipes de cette Euroleague avec un effectif absolument en or. Ils ont dominé les 2 premiers quart-temps et finalement défaite 59-62 à la Halle Carpentier. Des Nantériens battus mais qui sont sortis de ce match la tête haute, très clairement. Et c'est un match très prometteur. Bien sûr, et cette équipe bouscule, on va dire, la hiérarchie à la fois en France et même en Europe. Après le match qu'ils ont sorti, il y a encore 3 ans. C'est incroyable ce que fait Nanterre. Et en tout cas, on les félicite. En Pro A, on jouera dès samedi la 3e journée de la saison régulière. À suivre notamment le derby 100% francilien, revanche de la finale de la Coupe de France l'an dernier entre Paris-Levallois et Nanterre. Strasbourg se déplacera dans la nouvelle salle d'Antibes. Le Mans peut reprendre la place de leader à Nanterre en cas de victoire à Chalon, tout comme Orléans à l'Astrobal face à Villeurbanne. En fin de cette 3e journée mardi prochain, avec un choc des années 2000 entre Portez et Nancy. On continue ce journal avec du handball. Une très mauvaise nouvelle, mes amis. Thierry Omeyer sera éloigné des parquets jusqu'à la mi-janvier 2014. Blessé au coup de gauche, le gardien montpelliérain devrait manquer l'Euro 2014 du coup. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. En revanche, en championnat, le PSG handball, toujours en construction, recevait hier Aix-en-Provence. Victoire des Parisiens 39-30, ça c'est une meilleure nouvelle. Une 6e journée qui a débuté mercredi après la défaite de Chambéry face à Toulouse 31-30. Et les victoires tout aussi étriquées de Nîmes et Dunkerque, à noter le déplacement de Montpellier à Célestat ce dimanche. Côté francilien, Tremblay en France avant-dernier, accueille Dijon, c'est samedi 20h45. Donc soyez nombreux. Dans le reste de l'actualité, en voile, ça va te plaire Lindem, parce que je sais que tu es un amateur de réseaux sociaux. Jean-Pierre Dick et Roland Jourdain, qui ont chaviré il y a une semaine au large de Belle-Île, ont renoncé à disputer la prochaine Transat Jacques Vabre qui débutera en quelques semaines entre Le Havre et Itajaí au Brésil. En moto, on dispute le Grand Prix d'Australie sur le circuit de Phillip Island. L'Espagnol Marc Marquez sur Honda aura la possibilité de faire son entrée fracassante dans le livre des records en devenant le plus jeune champion du monde MotoGP de l'histoire de la discipline à peine 20 ans. Mais attention, pour cela, il devra marquer 8 points de plus que son dauphin et champion du monde en titre Jorge Lorenzo sur Yamaha. En cyclisme, la saison 2013 a tiré sa révérence et il est maintenant l'heure des bilans. Et c'est sans surprise que l'Espagne reste la place forte du cyclisme mondial, au classement individuel notamment avec la place de numéro 1 pour Rodriguez et au classement par équipe avec le sacre de la formation Movistar. Et on va finir ce journal comme il se doit. Vous savez, Greg a pris l'habitude de faire toujours une petite suggestion cinéma documentaire. Alors je vais essayer de le remplacer au mieux et de faire les choses bien. Déjà, ça commence par une info. Stéphane Frears, ça vous dit quelque chose les amis ou pas ? C'est un réalisateur britannique plutôt connu qui avait fait le film The Queen sur la disparition de Lady Di notamment. Et donc Stéphane Frears, il va débuter le tournage là, dans quelques jours d'un biopic, donc un film autobiographique, excusez-moi, sur Lance Armstrong. Voilà. Donc ça m'a donné l'envie de vous conseiller, chers auditeurs, un documentaire que j'ai revu pour la peine hier soir pour bien revoir si ma suggestion était bonne. C'est un complément d'enquête donc qui date, je vais vous retrouver ça, du mois de mars dernier. Vous pouvez le trouver en fait sur YouTube. Il est en version intégrale et pas du tout, et tout à fait légal d'ailleurs. Et c'est vraiment un reportage incroyable où en fait on repart sur les traces en fait justement laissées par Armstrong du dopage, et notamment un témoignage incroyable de Tyler Hamilton qui rentre dans une chambre d'hôtel qu'ils avaient occupée pendant le Tour de France et qui explique toute la logistique de ce dopage, où il explique qu'on mettait des draps devant les télés parce qu'on avait peur qu'il y ait des journalistes qui aient mis des micro-caméras qui puissent filmer les scènes. On tirait tous les rideaux, on accrochait les poches de sang et on se transfusait comme ça à même le mur. Enfin, c'est incroyable. Je vous le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, courez sur YouTube. En VO sous-titré ?
C'est en VO sous-titré, Génial. tout à fait. Et c'est vraiment excellent. C'est donc je vous redis tout de suite le nom du documentaire. Donc disponible sur YouTube. C'est Complément d'enquête et c'est Armstrong, c'est vérité, je crois. Ne pas regarder avant d'aller se coucher. Hein, non, surtout pas. J'ai regardé ça en mangeant hier soir. Je te jure, j'étais dégoûté. Contrairement aux vidéos de Valentin. On n'en parlera pas. Sur une invitée qui était sur IDFM il y a quelques jours. Voilà, mes amis, c'est la fin en tout cas de ce premier journal. Ça va, Greg est mieux quand même, hein, les amis. Hein. Greg est mieux quand même sur le journal. Oh non, il nous manque. Il manque la touche Canal+. Voilà. Notre légende à nous. On reste en Italie cette semaine, mon cher Eddy. On était à Rome la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. On part décidément. à Milan. Et la semaine dernière, c'était un coup de cœur. Là, par contre, sur le voyage, il y a eu un coup de gueule. Un coup de gueule, voilà. Un coup de gueule. Bon, on écoute un petit peu tout ça. C'est maintenant le petit jingle et ça vient tout de suite. L'humeur d'Eddy Amari, l'humeur de la semaine. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddy Amari. Scoop LOSC TV. Adil Rami arrête le football. Il va se lancer dans la restauration. Donc voilà, tu peux choisir le style de pâte que tu veux, à côté la sauce que tu veux, le fromage que tu veux, et puis... Théo Max, Arabiata, parmesan et... Pour moi. Sportivement, j'ai pris de l'expérience, de la maturité sur le terrain. Ouais. On va dire que je suis un peu moins foufou et plus réaliste. Donc je pense que depuis que je suis à Valence, sur 2 ans, j'ai touché du bois. Ouais. J'ai fait 0 gourde. De grandir. Alors le rêve d'Adil Rami, ça serait quoi? Bizarre ce que je vais te dire, mais ce serait plus vers l'Italie. Après, peut-être que je me trompe, mais par rapport peut-être à mon idole quand j'étais plus jeune. C'est bien. Alexandre Onesta. Ah, Milan, de quel syndrome souffres-tu? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé pour que tu puisses tomber si bas? Toi, avec qui on a tous grandi, toi, qui nous a appris à parler football et tactique, toi, qui aujourd'hui nous propose une défense composée d'Adil Rami, Philippe Mexès et Kevin Constant. Et encore, si ta dégringolade n'était que sportive, les choses seraient excusables au vu de la crise financière que subit le football italien. Mais non, toi, tu as décidé d'y laisser ta culture et ton esprit. Adil Rami, comme on vient de l'entendre, mise à la porte du FC Valence après avoir insulté son coach et ses coéquipiers, se retrouve chez toi. Mbaye Niang, ton attaquant, se fait passer pour son cousin lors d'un contrôle de police pour défaut de permis. Quant à Mario Balotelli, je ne vais pas commencer à ouvrir ces dossiers tellement il traîne de casserole. Bref, Milan, de quoi souffres-tu? Ton standing et ta classe ont fait briller ton maillot rouge et noir aux 4 coins de l'Europe ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, tu as troqué ton beau costume Armani pour celui du mec qui tente d'emballer n'importe quelle nana en fin de soirée. Comment arrives-tu à te regarder dans une glace aujourd'hui après avoir partagé ta vie avec des Baresi, Seedorf, Maldini, Nesta ou Ea, des hommes de valeur et de principe avant d'être de simples joueurs de foot? Rien que l'évocation de ces noms me plonge et nous plonge dans une nostalgie et un désarroi, pensant à toi désormais, te baladant bras dessus bras dessous avec des joueurs qui ne respectent ni ton histoire ni tes codes. Pourtant, Gennaro Gattuso, ta dernière grande histoire d'amour, t'avait prévenu, décrivant tes derniers recrutements d'erreurs de casting et t'alertant sur le changement de mentalité dans ton vestiaire. Mais toi, tu as fait la sourde oreille à l'image d'une adolescente en pleine crise identitaire, faisant confiance à tes nouveaux amis qui portent ton maillot et profitent de ta notoriété que par intérêt. C'est pourquoi, Milan, si je te parle aujourd'hui comme un vieil ami qui te trouve en fin de soirée dans les bras d'une fille de mauvaise réputation, c'est pour te raisonner, en te remémorant tes bons vieux souvenirs de cette magnifique époque où tu étais roi et que tu définissais tes codes et tes principes à la planète football. Super monsieur Eddy Amari, toujours aussi inspiré et l'Italie te va si bien, j'ai envie de dire. Beaucoup. L'Italie te va merci si bien. Beaucoup. Beau papier, c'est intéressant que tu aies soulevé ce débat Eddy, parce qu'on l'a vu, on l'a lu en début de semaine, l'Inter de Milan qui a été racheté par un Indonésien à 70%, l'Indonésien s'appelle Erick Thohir, et derrière eh bien, on a eu plein de rumeurs folles qui sont sorties notamment dans la Gazzetta qui disaient que le Milan aussi était peut-être en passe d'être cédé. Alors on a du mal à y croire parce que c'est vrai que connaissant Silvio Berlusconi, on se pose quelques questions, mais c'est vrai que le Milan est en pleine décadence. C'est un peu ça le sujet de ton papier, c'est la décadence de ce voilà, grand c'est club. ça. Mais surtout pour revenir en plus moins, enfin moi c'était pas Adil Rami que je voulais vraiment cibler, mais plus le Milan AC en général. C'est vrai que Berlusconi ces derniers temps il a eu de gros soucis perso et il n'a pas eu trop de temps de gérer son Milan AC. Mais le Milan a toujours eu cette image de club classe, de club de renommée, de club qui a une réputation. Et le Milan AC aujourd'hui, par son recrutement et par ses choix stratégiques, est vraiment à mille lieues de ce qu'il proposait dans les années 90 et 2000. Les choix sportifs, on peut tous se tromper. Bien sûr.
Mais quand on recrute des hommes, quand on recrute des joueurs de football, on recrute avant tout des hommes. Souvenez-vous du Real Madrid qui a refusé qui a renoncé à l'achat de Franck Ribéry par rapport à la réputation de Franck Ribéry. Le Milan AC, il y a encore ça quelques années, ne serait jamais penché sur Adil Rami par rapport au dossier qu'il traînait, par rapport aux casseroles qu'il traînait. Voilà. Alors pourquoi, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, de profiter que Eddy ait justement posé ce dossier sur la table. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Milan AC est prêt à prendre ces joueurs-là? On parlait d'Mbaye Niang, on parlait de Balotelli. Bon, Balotelli, c'est encore un petit peu différent. Ouais. Mais Rami, c'est vrai que Rami, il a des casseroles. On le sait, Kevin Constant, c'est pas non plus un garçon très cérébral, puisque tu faisais écho à beaucoup de joueurs italiens qui ont joué au Milan AC. Les Baresi, c'était des gens très, très intelligents. Comment vous expliquez ça? C'est pas qu'un problème d'argent, quelque part. C'est vraiment des choix sportifs aussi. Choix sportifs, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Après, je m'y connais peut-être pas trop, mais la formation à l'italienne. C'est-à-dire que quand tu vois les équipes avant de Milan, ce qui faisait la classe, c'est déjà la classe à l'italienne. C'est-à-dire qu'on joue avec des joueurs italiens, comme on a l'habitude de voir en Serie A. Là, on commence à avoir une équipe avec des Montari, des joueurs qui viennent un petit peu partout, donc une équipe qui devient plus à l'anglaise, un petit peu trop cosmopolite et qui n'est pas dans la culture italienne. Exactement. Il y a toujours eu des étrangers au Milan AC. Mais il y a toujours eu des étrangers, mais quand même, il y avait un fond de formation italienne, ça que je voulais dire. Il y a toujours c'était comme tu disais, Maldini, Baresi, Costa Curta, etc. Aujourd'hui, tu peux pas, comme tu disais, tu as composé une défense Rami, Mexes et Constant. Il était impossible à Milan auparavant, comme tu pouvais le dire, d'avoir un leader de défense qui ne soit pas italien. Déjà, tout simplement, parce que l'âme de ces joueurs, c'est Baresi qui est en jouant 6, mais qui joue aussi derrière, Costa Curta, Maldini, les leaders de défense. Nesta, voilà, pour dire historiquement, déjà un leader de défense, au niveau d'identité, ça doit être un Italien. Et alors, je me demande, est-ce que, à part Abaté qui joue à droite et qui est juste rapide dans FIFA, à part ça. Montolivo, peut-être. Mais il y a peut-être un problème de formation à l'italienne. Mais après. En dehors de ça, maintenant, c'est savoir comment le Milan pourrait sortir de cette image. Parce que même aujourd'hui, tu vas parler à nos petits frères autres, le Milan n'a pas l'image. Elle n'a pas la même aura qu'il avait avant, bien sûr. Quand tu dis Milan. Et tu regardes le recrutement cet été, par exemple, Naples a fait un meilleur recrutement. Ouais. Tu peux dire que la Juve est un petit peu au-dessus. L'Inter a montré aussi des choses avec des joueurs inconnus, mais a montré plus que le Milan depuis la saison. Après, si ça se trouve, c'est la fin, entre guillemets, du football à la papa, quoi. Des tapis, des Berlusconi. C'est entièrement vrai. Ce ne sont plus les mêmes méthodes, ce ne sont plus les mêmes principes. Les circuits de recrutement ont changé, le football a changé et le Milan, lui, n'a pas changé, contrairement à d'autres clubs italiens. La Juventus, qui a vraiment réussi à faire une révolution, la Roma qui l'a fait aujourd'hui. Le Milan n'a pas tourné la page. Et puis il doit y avoir aussi des erreurs de personnes, parce que comment on va aller chercher... C'est incroyable de te dire qu'ils vont avoir la défense centrale de l'équipe de France à l'Euro 2012. C'est quand même incroyable de dire ça. Rami Mexes. Et puis comment dire, il doit y avoir des hommes qui travaillent mal au Milan, parce que comment on va chercher Mbaye Niang qui avait 16, 17 là-bas? Quelle idée d'aller chercher Mbaye Niang à Caen? Même Constant, c'est différent, parce qu'il a fait ses parcours en Italie légèrement. C'est un joueur qui a été pas mal. Il était où juste avant? Alors attends que je recherche. J'ai plus le club en tête, mais il a montré qui pouvait être un bon joueur en Italie. Alors, pas un titulaire au Milan, mais tu sais que Constant, moi, le recrutement de Constant m'a pas choqué, parce que c'est un joueur qui a montré en Serie A qui pourrait être un bon remplaçant au Milan. C'est-à-dire que dépanner quelques matchs à gauche quand tu as un Italien qui n'est pas là. Après, pour finir titulaire, c'est différent. Mais moi, ce qui me choque, c'est pourquoi aller chercher des joueurs à Caen qui ont 16 ans? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne à Milan, ils perdent la tête. Non, mais c'est assez incroyable. Il était au Chievo Vérone et après, il était parti au Genoa. Et il a montré dans ces deux clubs, parce que ce que j'avais vu, c'est quand j'ai découvert son portrait sur la magnifique émission Téfoot, que c'est un joueur qui a montré qu'il était un bon joueur de Serie A et que c'était légitime qu'il soit recruté peut-être par le plus grand, comme Birsa maintenant qui est à Milan. Parce que ça, c'est des joueurs qui devraient être pas titulaires, qui devraient être des remplaçants. Qui devraient jamais être au Milan. Déjà, qui devraient jamais être au Milan, mais au pire, si parce qu'ils ont fait des bonnes saisons en Serie A, être le dernier, il devrait en avoir qu'un seul comme ça. Il devrait en avoir qu'un seul. Gattuso, il disait, en parlant d'Mbaye Niang, il dit non, c'est une erreur de casting. Il a rien contre lui, mais il dit qu'un joueur comme Mbaye Niang n'a rien à faire au Milan AC. Et si vous prenez, ce qui est plus étonnant, j'ai essayé d'un peu de suivre la presse spécialisée italienne cette semaine. Quand vous prenez l'annonce de l'arrivée de Rami, les milanistes sont super heureux. Même tu peux aller voir sur YouTube, il y a 10 000 vidéos où on te présente justement Rami comme un guerrier romain, etc. C'est complètement délirant. Je pense qu'ils vont tomber de haut en tout cas. C'était intéressant d'en parler. Un petit mot quand même sur l'Inter racheté. Ça, c'est fou quand même de se dire que la famille Moratti... C'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne pour le football italien, tout simplement. Et Leonardo qui retrouve un métier, je pense. Ouais, à mon avis. D'ici peu, en tout cas. Merci, Eddy, pour cette magnifique chronique. Il fallait faire un petit point sur le Milan AC et sur ce championnat italien qui décidément est très passionnant cette saison. Le calcio, c'est le plus beau championnat. C'est le plus beau championnat depuis très longtemps. Allez, un petit jingle et tout de suite on va passer bien sûr au journal en Ile-de-France. C'est tout de suite avec monsieur Valentin Paris et il a mis son maillot de
Paris. Voilà, PSG handball, c'est ça, non? Il y a le Fly Emirates, les gars. Tout de suite, le journal en Ile-de-France, si vous voulez savoir l'actualité du sport autour de chez vous. Votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Oh! Et pour changer Valentin, on commence avec un petit mot de Ligue 2. Ouais, de la Ligue 2 avec Créteil qui se déplace ce soir à Auxerre. Et cette équipe de Créteil qui peut se réjouir de la trêve internationale. En effet, Vincent Di Bartolomeo, Danilson da Cruz, Pedro de Oliveira et Boris Mahon de Monaghan ont tous repris l'entraînement avec le groupe cette semaine. Seul bémol pour l'US Créteil, c'est le forfait de dernière minute de Jean-Michel Le Sage. 36 ans, les amis, Jean-Michel Le Sage, qui joue encore et qui marque encore. Et un pied gauche magnifique. Pied gauche incroyable, ce garçon. C'est la patte forte de Créteil cette année. Exactement. Donc voilà, 4 nouveaux choix pour le coach avant de se déplacer en Bourgogne. À noter que les Cristoliens restent sur 2 matchs sans défaite en championnat, surtout une magnifique victoire à Brest 2-1 il y a 3 semaines. Du côté du championnat national, le Red Star victorieux en Coupe de France face à Ivry 3-1 se déplace ce soir à Orléans. Chez le leader, la tâche s'annonce difficile pour les Odoniens, mais rien n'est impossible. Ils pourront compter sur un collectif retrouvé et un Kevin Lefebvre enfin en forme. Reste à confirmer sur le terrain. Pour le Paris FC, c'est une baisse de régime temporaire ou une vraie crise, on ne sait toujours pas. Les Parisiens viennent d'enchaîner 3 défaites en championnat et comptent bien finir sa série noire ce soir face à Boulogne. Après leur balade de santé en Coupe de France face aux Ulysses, club de DH, les protégés de Christophe Ten doivent impérativement s'imposer. Attention, grosse équipe de Boulogne, excuse-moi de t'avoir coupé, ouais, mais bien sûr, très bonne équipe. Boulogne qui prétend à la montée en Ligue 2 cette année. Donc pour pouvoir garder le contact avec le podium. Et on va passer au rugby. Enfin, ils tiennent leur première victoire. Bravo. Enfin. Daumont s'est imposé la semaine dernière face à l'équipe de Rouen d'un petit point, 23-22 certes, ce n'est qu'un petit point, mais enfin ça redonne un peu le moral. Ça c'est une bonne nouvelle. Au Val d'Oise surtout, les Dômes. Et à nous aussi, hein. On déprimait là, depuis quelques semaines sur ce journal. Les Daumontois veulent poursuivre leur belle lancée dimanche à Arras, autre gros calibre de Fédéral 2. On passe au handball et un tour d'horizon du handball valdoisien en D2 féminine. Cergy perd encore. Et cette fois, c'est le derby face à Noisy-le-Grand de 2 petits buts, 25-27. Les Tigresses sont relégables. En N1 masculine, Saint-Olomone s'impose pour la première fois de la saison face à Gien. Ouais, tu as que des bonnes nouvelles aujourd'hui. 24-29 et Saint-Gratien a été tenu en échec par Saint-Égrève à domicile, 30 partout. Juste un petit mot donc de Adrian Manarino qui était donc engagé cette semaine à Moscou et le Valdoisien est sorti dès le premier tour face à Gabashvili, 105e joueur mondial en 3-7 et 2h35 de combat. Ça veut dire quoi? Que c'est la fin de saison pour lui? Oui, c'est la fin de saison. C'était le dernier tournoi pour le Valdoisien. Un grand bravo quand même à Adrian Manarino qui a fait une saison plutôt incroyable. Il est monté quand même au classement. Ça serait bien de l'avoir. Je l'ai vu à l'Expresso de Beansport il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien l'avoir ici. Ça serait bien. Qui nous rende un peu la reconnaissance quand même qu'il a pour le Val d'Oise. Merci Valentin pour ce super journal comme d'habitude. Et allez les Franciliens pour ce week-end. Et surtout vous, allez les soutenir. C'est très important. On vous attend nombreux, notamment du côté de l'entente Sanois-Saint-Gratien, même s'il joue à l'extérieur ce week-end. Oui, il joue. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai totalement zappé. Non, c'est pas grave. Il joue donc à Lille. Il joue à Lille. La réserve de Lille et surprise avec Tullio De Mello. Ça, c'est bien. Hein ouais. C'est voilà. Donc allez voir la CFA, vous allez voir des grands joueurs. Vous allez voir des grands joueurs, c'est intéressant. Voilà. Merci en tout cas pour ce joli journal. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, au gros focus de cette émission. Ça va occuper sans doute toute la deuxième partie. On va vous parler de l'équipe de France. On va surtout parler des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2014. La zone Europe, on sait à peu près à quoi s'en tenir. En attendant, bien sûr, les barrages. On parle de tout ça juste après, bien sûr, le jingle du premier débat. Et c'est l'heure du premier débat. Vous écoutez IDFM Sport sur 98 FM.
Je sais que vous aimez cette émission. Je sais que vous aimez surtout ce son. Rocky, nous avons tous l'œil du tigre ici. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que notre émission est plébiscitée comme une des meilleures. Merci de taper sur le micro, Linden. Comme une des meilleures de la bande FM et de surtout 98 FM. Alors 18 pays ont déjà validé leur ticket pour le mondial 2014 au Brésil. C'est 8 de plus que la semaine dernière. En Amérique du Nord, on va refaire une petite répétition. Le Costa Rica rejoint les États-Unis. En Amérique du Sud, la Colombie s'est qualifiée aux dépens de l'Argentine. Non, aux côtés de l'Argentine et du Brésil, bien sûr. En Asie, les qualifiés sont l'Australie, la Corée du Nord, l'Iran et le Japon. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je vous le disais, c'est la zone Europe, où l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Bosnie, l'Espagne, la Suisse et la Russie rejoignent l'Italie et les Pays-Bas cet été au Brésil. Alors je vous propose que l'on détaille les résultats groupe par groupe et que l'on parle un petit peu plus tard de l'équipe de France. Les amis, intéressons-nous au premier groupe, et ça va plaire surtout à Linden, le groupe A, avec cette première place pour la Belgique. La Belgique qui compte 26 points, soit 9 points d'avance que la Croatie qui finit deuxième. Les éliminés, Serbie et Écosse. On ne peut pas dire que ce soit une surprise pour l'Écosse. Pour la Serbie, ça l'est davantage. Un petit mot, Linden, sur tes confrères belges. C'est la grosse force, la grosse cote en vue de cette Coupe du Monde. Très grosse force, parce qu'au tirage, on savait qu'on avait une belle génération, mais on ne pensait pas finir comme ça, sachant que c'était très serré jusqu'à la moitié du parcours avec la Croatie, qui a totalement craqué après par rapport au rythme imposé par les Belges sur le retour. Puis la poule, quand même, au final, elle n'était pas facile, parce que tu as la Serbie derrière. L'Écosse, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Va jouer en Écosse, va jouer au Pays de Galles aussi. Donc avoir deux équipes britanniques par rapport à d'autres poules, je pense que c'est une grosse perf que la Belgique a fait. Après, surtout ce qui a fait passer la Belgique, c'est déjà qu'il y avait des gros matchs, mais c'est sa solidité défensive. C'est-à-dire qu'on voit que 4 buts encaissés. Sachant qu'ils prennent un but en Croatie, ils n'avaient pas pris de but à l'extérieur. Ils ont pris que des buts au Stade Roi-Baudouin. Donc c'est une équipe qui se déplace très bien. Finir à 26 points sur une poule comme ça, c'est énormissime. C'est surtout sur cette poule-là, parce que quand je vois, pour moi, il n'y a pas beaucoup de poules qui sont aussi équilibrées. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Après, le problème, c'est attention, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est que ça va être leur première grosse compétition. Donc, certes, ils ont fait des grosses poules très sérieusement, mais si l'enflammade elle est là parce qu'il y a une très grosse ferveur populaire en Belgique qui est très impressionnante, attention de ne pas s'enflammer, parce que si on passe pas les poules, ça va être très difficile. Mais ils seront tête de série au tirage au sort de la Coupe du Monde. Tête de série, mais ça ne veut pas forcément tout dire, parce que ça peut tomber en deux, Italie, Pays-Bas. Ça peut être réglé très vite. 26 points, juste avant de te donner la parole, Eddy. 26 points, c'est les seules deux équipes qui ont fait mieux, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Voilà, c'est ça exactement. L'Allemagne et les Pays-Bas qui ont fait 9 victoires et un nul. L'Allemagne qui fait des qualifications, enfin on va revenir derrière. Allemagne et Pays-Bas, c'est leur qualif habituel. Bien sûr. Non, mais surtout, ce qui est remarquable, tu as bien fait de le souligner, Linden, c'est que le groupe de la Belgique était, je pense, le plus groupe de qualification de l'Euro. Avec la Serbie, avec la Croatie, l'Écosse, c'était vraiment un groupe très 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 relevé. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait de cette jeune génération belge qui allait jouer en Croatie son match de qualification. Et on disait, ça y est, c'est le premier gros test. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils sont assez blindés mentalement? Ils l'ont réussi. Ça va faire maintenant 3-4 ans qu'on parle de cette génération belge qui arrive. Et là, moi, je pense que vraiment, elle est entre guillemets à maturité. Et cette Coupe du Monde peut être vraiment une très belle Coupe du Monde pour la Belgique, s'ils ne tombent pas dans l'enflamade et si on ne tombe pas vraiment. C'est pas le genre de Marc Wilmot, il faut le dire au sélectionneur. Voilà, c'est ça le truc. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le vestiaire soit fragile et que Marc Wilmot pète un câble ou ait quelques conflits, quelques clashs avec quelques stars. Du vestiaire, quelques stars de cette sélection-là. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur pour la Belgique, c'est qu'elle implose d'elle-même. Exactement, parce qu'il y a énormément de concurrence. Tu te dis que Dries Mertens n'est pas dans les titulaires. Aujourd'hui, Dembélé n'est plus titulaire avec l'équipe de Belgique. Aujourd'hui, heureusement que tu as des gars comme Yaounaz qui dit qu'il veut être albanais, parce que sinon, il y aura encore trop de monde. Tu as le mec Carrasco Ferreira qui n'est même pas dans ceux qui postulent. Il ne postule même pas une place en sélection aujourd'hui. Donc, il y a vraiment trop de monde. Après, maintenant, voilà, avoir dans la façon dont ils sont montrés à maturité, je sais pas, moi j'ai pu revoir après le match Croatie-Belgique, la Croatie a perdu la tête sur ce match-là. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la Croatie a des très très gros problèmes en interne. Je crois que le sélectionneur va d'ailleurs sauter. On va en parler. Il y a des très gros problèmes en interne. Parce qu'on a peur, mais c'est peut-être l'adversaire pour la France. Parce que la façon dont la Belgique a joué, la Belgique a eu une maîtrise, ils étaient à domicile. On va en parler bien sûr des adversaires tout à l'heure. Juste un petit mot sur la Belgique pour vous relancer, parce que je sais que vous aimez bien cette équipe. Moi, elle me rappelle un peu l'équipe de France avant l'Euro 96. Que des jeunes joueurs qui jouent à l'étranger. J'avais 2 ans. Je sais pas si vous Valentin, c'est le plus jeune. Mais je sais pas si vous vous rappelez, cette équipe de France est arrivée à l'Euro complètement cuite, parce que justement ces joueurs-là, des gars comme Zidane qui découvrait la Juve par exemple à l'époque, ou d'autres joueurs,
avaient tout donné dans les grands clubs où ils jouaient, où ils devaient prendre leur place. Est-ce que ça peut pas la différence, c'est que Eden Hazard, on est dans sa deuxième année avec Chelsea, même deuxième ou troisième année avec Chelsea. C'est la deuxième saison qu'il fait à Chelsea. Fellaini, il en est à sa troisième, quatrième saison en Première Ligue. Compagnie, pareil, et depuis 2-3 ans à City. Et puis le meilleur joueur belge actuel, en tout cas dans les matchs à Belgique, Kevin De Bruyne, ne joue pas à Chelsea. Donc il sera en pleine forme. Pourtant, c'est le meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, c'est le meilleur joueur belge de ses qualifications, et il ne joue même pas avec Chelsea. Donc il sera en pleine forme pour l'été. Passons au groupe B, les amis, très rapidement. Ça va pas nous prendre beaucoup de temps. L'Italie première, second le Danemark. Balade de l'Italie. L'Italie, on sait, on va pas le répéter, mais fera forcément partie des favoris cet été. Petite remarque quand même, la République tchèque n'ira pas à cette Coupe du Monde. Quand tu regardes quand même la poule, tu dis que c'est pas mal. Danemark, République tchèque, jusqu'à aller à Bulgarie. Donc la perte de l'Italie n'est pas à négliger. Après, le Danemark ne passe pas au barrage parce que c'est le plus mauvais deuxième. Une perf à pas négliger. La République tchèque, alors maintenant, quand tu vas te poser la question pourquoi il n'y a pas la République tchèque, parce qu'il n'y a plus grand chose. Je suis d'accord. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années déjà qu'on n'en parle plus. C'était du Kohler, du Nedved, etc. Là, il reste Rosicky, je sais même pas s'il y est. Enfin, on s'y intéresse plus du tout. Il n'y a plus grand chose. Ils ont une belle génération en 2004 et depuis c'est terminé. Le Danemark, tu l'as bien précisé, mon cher Linden, plus mauvais deuxième et donc ne postule pas, bien sûr, au barrage. Ça, c'est difficile de ne pas voir le Danemark en Coupe du Monde. Le Danemark, ça repart de plus loin parce que ça veut dire que, le Danemark était une régulière de Coupe du Monde 98-2002. Après, ils ont eu, après la génération Laudrup et Bessand, etc., une génération un petit peu moins bonne. Mais là, ça commence à revenir avec les Eriksen qui sort de l'Ajax, qui part à Tottenham. Je pense que, c'est petit. Non, mais en fait, le Danemark. Après, d'un point de vue c'est pas Laudrup. C'est sûr que c'est pas les Laudrup. Non, c'est pas. Ils ont pas les générations d'avant, mais je pense qu'ils sont en train de se reconstruire petit à petit. C'était la première vraie qualif de la génération Eriksen là-dessus. À voir si pour l'Euro derrière, sur l'avenir, s'il peut faire une petite qualif pour l'Euro et pourquoi pas faire un trouble fait par la suite, en tout cas là-dessus. Le groupe C, sans doute le groupe du grand favori de la prochaine Coupe du Monde, l'Allemagne. Je sais pas, c'est vrai qu'il y en a plusieurs des grands favoris, mais quand même, l'Allemagne, il faut le citer, un des grands favoris, l'Allemagne donc qui finit premier, et la Suède qui allait chercher cette deuxième place, à laquelle postulaient également les Autrichiens. Très étonnant, ces Autrichiens qui finissent même devant l'Irlande. L'Irlande est 4e à 14 points, l'Autriche 3e à 17 points. Déçu pour les Irlandais quand même, qu'on avait volé il y a 4 ans et qui sont fait complètement barber. Les Féroé qui ont pris un point, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même intéressant. L'Allemagne quand même il y a trop de monde en Allemagne. En Allemagne, c'est pareil. Quand la liste des 23 va sortir, ça va être exceptionnel. Parce que t'as des garçons comme Reus ou Götze qui peuvent ne pas partir à la Coupe T'as des garçons comme Kleshling qui ont. C'est ça. Qui quasiment aucune chance d'être dans les 23. Alors qu'ils marquent un but par match. Je trouve ça hallucinant. C'est fou. C'est complètement fou. Tout ça pour ne pas gagner parce qu'ils finiront en demi ou en finale. Tu es du même avis, Eddy ? Est-ce qu'on va avoir des winners cet été ? On en reparlera d'ici là, mais vraiment, je sais pas du tout. Après, ça manque de grognards. Moi, je trouve côté allemand, on a toujours eu ces générations. Vous savez, souvenez-vous avec les Matthäus, les Jérémies, les Effenberg, et là, côté allemand, je ne vois pas il y a une force qui se dégage. Il y a une force qui se dégage sur l'équipe. Je suis d'accord, mais ça manque de grognards dans le terrain, dans le sens où, par exemple, en Espagne, qui est une équipe très technique, on a un Xabi Alonso au milieu de terrain qui donne le ton. On a un Puyol en défense qui donne le ton. En Allemagne, je ne vois pas de Chouini qui donne Chouini, Philippe Lam. Non mais Chouini, c'est comme Kroos. Chouini, c'est un super joueur. Mais Özil qui montre qu'il arrive à maturité. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce sont des super joueurs, oui. Mais ce ne sont pas des comment dire des mais tu sais pourquoi t'as pas ça et tu retrouves pas ça, parce que c'est volontaire, parce que le style allemand a totalement changé. On parle tout le temps ils se sont inspirés beaucoup de la formation à la française, comme je disais, pour revenir au football actuel. Mais c'est à dire qu'ils ont délaissé ce qu'il y avait avant. Ils ont délaissé le style, le style de joueur à la Matthäus, à la Jérémy. Non mais c'est pas ça dont je parle. C'est pas le style de joueur technique. Je parle de l'état d'esprit. Non, c'est l'instinct de la victoire. Ça manque. Par exemple, en équipe de France en 98, on avait très bons joueurs, mais on avait un Didier Deschamps au milieu de terrain qui était capable de rameuter ses troupes. En Allemagne, aujourd'hui, je ne vois pas de joueur comme ça. Moi, je pense, à contrario, que Philippe Lam serait un joueur rassembleur là-dessus. Je pense pour moi, Philippe Lam, c'est un joueur qui a suffisamment d'expérience, qui joue tous les postes 6, gauche, droite, et qui aujourd'hui a rassembler cette équipe. C'est peut-être le joueur que je verrais. Après, le vrai souci de l'Allemagne, quand même, leur défaut, c'est d'avoir trop de monde. C'est-à-dire carrément, pour composer en 11, c'est pire que la Belgique pour les égos. C'est parce que les bancs, c'est du Gundogan. Est-ce que les Allemands ont ces problèmes-là d'égo aussi ? Ça, c'est à voir. C'est une autre culture de foot encore. C'est une autre culture de foot, mais à un moment, quand même, quand t'es Gundogan, à un moment, t'es sur un banc, tu vas peut-être pas faire un match du mondial. Ça devient très très compliqué d'avoir autant de monde. Et on parle des débats quand tu vois que directement le coach, il a dit je compte partir avec Gomez et Klose, peu importe les perfs des autres attaquants, que ce soit avec Klesling ou autre. Enfin voilà, ça peut être un des vrais problèmes de l'Allemagne. Et les Allemands sont vraiment attendus là. Ah bien sûr. Là c'est la dernière.
Groupe D, mes amis, Pays-Bas, Roumanie, Hongrie, Turquie, on en a parlé. Eddy a dit la semaine dernière qu'il était très triste s'il y avait une Coupe du Monde sans les Turcs. Il y a une Coupe du Monde sans les Turcs. Et Greg espérait la Hongrie. Finalement, c'est la Roumanie. Revoilà les Roumains. Quelle surprise. On n'en parle pas, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, sur la Roumanie, vous avez des choses à dire? Non. Pas grand-chose. On passe tout de suite au groupe E. Pays-Bas, malgré leur 8 Pays-Bas, attention. 34 buts quand même. Même si en dehors du 8 c'est la plus grande attaque, la meilleure attaque, je crois, de ces éliminatoires. Habitué. Il suffit que Van Persie se blesse à la fin de la saison, c'est fini. Le groupe E, la Suisse, première, deuxième, l'Islande. Derrière la Slovénie et la Norvège n'iront pas au mondial. Là encore, pas grand-chose à dire. Sauf que cette équipe de Suisse avec Ottmar Hitzfeld peut être aussi un des paratonnerres, un des paravents de cette Coupe du Monde. Remercier quand même l'éclatement de l'URSS par rapport à ça. Parce que non, mais on est en train de récupérer une très belle génération entre les joueurs Sherdan Shaqiri, tous ces joueurs, Benrahmi, etc., qui sont des Gökhan Inler, c'est exactement, c'est ça. Aussi une Suisse, une génération quand même qui est pas. On n'en parle pas trop parce qu'on est un peu méconnu du niveau de culture foot en France. On va les découvrir cet été davantage. On va les découvrir, tout le monde va se dire, et tout le monde va être supporter de la Suisse là-dessus. Ça c'est sûr. C'est pas mal. Moi, j'aimerais pas en tout cas, si je suis la France, tomber sur la Suisse parce que c'est toujours des matchs complexes. En plus là, avec à chaque fois, c'est des matchs sur des nuls ou c'est les Suisses qui avaient battu l'Espagne en ouverture de la Coupe du Monde. Bien sûr. Le groupe F, les amis, Russie première, deuxième le Portugal. Une surprise de voir les Russes premiers de ce groupe? Non. Eddy, pareil, non. Pas spécialement, les Portugais se loupent tout le temps. C'est toujours pareil. Mais après, gros écart, c'était entre deux, ça fait 22-21. Israël très loin. Quand même, Israël qui a 14 points. Comment le Portugal a pu faire un nul dans un match décisif contre Israël, qui est quand même très loin avec 3 victoires. Et Greg Drouillat qui vient d'entrer dans ce studio pour terminer ces 10 dernières minutes. Ça, c'est incroyable, bravo. On est super content, on t'a fait une super dédicace. T'avais une après-midi chez Canal, c'est ça? T'avais un déj avec Thierry Linette. Messieurs, allons vite parce qu'il nous reste 10 minutes. Il y a la chronique de Linden, il y a la chronique de Charlotte également. On va passer sur le groupe G, Bosnie, Grèce. Ça, c'était vraiment le groupe le plus faible, je pense. Pour la Bosnie, la Grèce qui a marqué 30 buts, la Bosnie, mais un groupe très faible. Angleterre premier, deuxième, Ukraine. Monténégro, troisième devant la Pologne, ça c'est une surprise. Et bien sûr, le groupe I, premier, l'Espagne, deuxième, la France. Alors les amis, je voulais qu'on parle justement de la France. 2 victoires cette semaine, 6-0 en amical contre l'Australie, 3-0 face à la Finlande. Avant de revenir sur ces 2 matchs, parlons statistiques. On finit deuxième à 3 points de l'Espagne. Statistiquement, la France est pas passée loin de la qualification directe. Je sais que ça vous plaît pas quand on fait des choses comme ça. Mais... Au final, on va dire qu'au final, la prévision c'était deuxième, on finit deuxième, on va dire. Voilà. À 3 points. Il y avait bien faire, Greg, tiens, qui vient d'arriver. C'est bien dit. Bon, on passe à autre chose, j'ai bien compris. Les barrages lundi, tirage au sort 14h en direct sur l'équipe 21. La France n'est pas tête de série et affrontera donc soit le Portugal, la Grèce, la Croatie ou l'Ukraine. Quelle est la meilleure équipe à prendre? On a dit la Croatie tout à l'heure du fait des problèmes internes. Le président de la Fédé, c'est. Moi j'aurais dit l'Ukraine. Non, moi je veux pas la Croatie. Moi je veux pas la Croatie non plus. Surtout que. La Grèce, c'est la Grèce. Ah, ça peut être traître. Ça peut être traître. On parle de l'ambiance, mais il n'y a plus d'ambiance en Grèce. C'est fini. Je suis pas sûr. On l'a vu Olympiakos PSG, il n'y a plus d'ambiance. Je pense que c'est très faible. Je sais pas. Tu sais, s'ils se mettent à 11 derrière, qu'ils nous refont le même coup qu'en 2004, on peut passer à la trappe. Moi je pense qu'il faut vraiment éviter la Croatie. On peut parler de problèmes internes, mais tu sais qui est des super joueurs de classe mondiale. Le président de la Fédé croate. C'est Davor Šuker, mon vieux. C'est Davor Šuker, bien sûr. C'est Niko Kovac qui prend la sélection, exactement. Stimac, l'ancien défenseur, s'est fait virer et c'est Niko Kovac qui prend l'Euro 2012, les Croates avaient sorti une très belle prestation. Quand même, je pense qu'on perd pas son football. Il y a la qualité, Modric, etc. C'est exceptionnel. Donc, vous, la Croatie, pourquoi pas la Grèce? J'ai entendu la Grèce. Moi, j'ai entendu les boules chaudes, les boules froides. Apparemment, on devrait tirer l'Ukraine. Quand est-ce le tirage au sort? C'est lundi 14h, en direct sur l'équipe 21, bien sûr. Parce qu'on cherche du travail, il faut le préciser. Les amis, Ribéry nous parlait des barrages. Il a dit qu'il faudra être des hommes. Justement, vous avez regardé un petit peu les derniers matchs. Je voulais vous poser 3 questions. Est-ce que la charnière vous a plu? Est-ce que vous aimeriez voir cette même charnière en barrage? Le Canasri qui mis sur un côté droit, est-ce qu'on ne devrait pas le mettre plutôt en 10 vu qu'il dézone à chaque fois, qu'il fait un petit peu ce qu'il veut sur le terrain? Et surtout le milieu Pogba-Matuidi, est-ce qu'ils sont si complémentaires que ça, ces garçons-là? Je vous laisse répondre à un petit tour de table. Tiens, Linden, commençons avec toi. Moi, contrairement à beaucoup de choses que j'ai entendues, le dézonage de Nasri, alors Nasri qui est un joueur que je déteste, je préfère préciser, mais le dézonage de Nasri ne me gêne pas. Par rapport à ce que j'ai vu au dernier match, j'ai trouvé que Nasri a apporté un tempo, puis Valbuena a réussi à quelquefois se décaler. Et finalement... Valbuena était meilleur quand Nasri est sorti, j'ai trouvé. Ouais, mais enfin, oui, après c'est une question d'adaptation parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble et puis il a dû s'habituer au fait de se décaler quelquefois, laisser la place à Nasri, mais finalement, bizarrement, Nasri a apporté un bon tempo et un bon surplus. Donc moi, je trouvais ça pas mal, contrairement à ce que j'ai entendu derrière. Eddy, quant à moi, vous savez, moi, je suis du même avec Linden, je suis pas très fan de Nasri, mais bon, tant que Nasri est ici, je préfère le voir dans l'axe. J'ai vu un bon Nasri face à l'Australie par rapport à la Finlande mardi soir. Et puis Valbuena à droite, je trouve que Valbuena est meilleur à droite que dans l'axe.
Nasri a su donner le ton, a pris ses responsabilités, a très bien joué avec. C'est impossible, il aurait plus de liberté. Ribéry, avec Giroud, il était meilleur dans l'axe sur un côté, et puis dans l'axe, il se déchargerait de tâches défensives que sur le côté droit. Exactement, c'est dans ce sens-là que je pensais. Pogba, Matuidi, si Greg, tu pouvais nous faire une réponse. Est-ce qu'ils sont complémentaires, ces deux garçons? Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ça manque de technique. Tu vois, un Cabaye, quand il rentre à 30 minutes ou à 20 minutes de la fin, pour moi, Pogba est beaucoup plus technique. Oui, mais c'est lui qui aère le jeu. Et le problème, c'est que je pense qu'il devrait inverser les deux rôles quand les deux sont sur le terrain. Je pense que Pogba doit se projeter vers l'avant comme il le fait à la Juve. Et comme une sorte de Patrick Vieira. On le voit sur le terrain qu'il est freiné à chaque fois. Mais après, chaque fois, on voit, il se retourne vers le banc, il regarde. Exactement. Pogba, la Juve, tu sens qu'il a envie de. Pogba, maintenant, il est positionné différemment. Ouais, il joue sur le met un petit peu des fois, le met même en 10. Il est arrivé, j'ai vu une compo, j'étais un peu choqué. Mais techniquement, je pense qu'il peut jouer un petit peu plus haut et c'est lui qui doit se projeter vers l'avant. J'étais plus convaincu. Bon, après, on a joué contre les surfeurs australiens. Ouais, non, c'est ça, c'est impossible. On n'a aucun repère. Et là, on a vu contre la Finlande. Ouais, mais la Finlande, on a joué 10 minutes. Après, on a plus joué. C'est pour ça. Mais c'est pour la défense. Il faut qu'on arrête avec Abidal. Mais c'est pour ça. Voilà. Justement, voilà. Tu vois, c'était la question que je voulais vous poser. Il y a eu une action face à la Finlande. On mène à 1-0, je crois, c'est au bout du quart d'heure de jeu. Il y a une action des Finlandais, donc qui rentrent dans la surface, et on a vu notre charnière complètement à la rue. Ça, c'est une action. Tu te dis à domicile. Contre une équipe, je sais pas, on parlait de la Croatie, de l'Ukraine, en barrage, tu prends le but. Est-ce qu'on doit rester avec cette charnière? Impossible. Non, mais Abidal dans l'axe, ça le fera pas, mais je pense qu'il restera maintenant. Ça va être la charnière. Ça va être la charnière des barrages. Non, mais là, l'équipe, c'est celle-ci. Ça sera Nasri. Je pense que si on joue le Portugal, ou Croatie, il va faire un 4-3-3 avec Pogba, Matuidi, bien sûr, il va bétonner. Je suis sûr qu'on n'aura pas de 3-4-3. Non, il y aura un Nasri. Il y aura un Nasri dans l'axe ou Nasri côté droit. Je pense que c'est son seul. Il va faire un 4-3-3. Avec un 4-3-3, je pense. Avec Giroud dans l'axe, on est d'accord. Ça, c'est réglé maintenant. Tu peux enregistrer les ventes. Je pense que s'il n'y a pas de pépin physique, l'équipe type, ça sera la même que face à la Finlande. Son seul doute, je pense, actuellement, c'est entre Nasri et Valbuena. Moi, je pense qu'il faut mettre Nasri dans l'axe et mettre Rémi à droite. Ah, Rémi à droite, c'est très possible. Je suis d'accord avec Greg. Mais je voulais justement paraphraser Greg par rapport à ce qu'il disait il y a quelques temps. Il disait faire jouer Abidal, partir à Coupe du Monde avec Abidal, c'est comme à l'époque on était parti en 2002 avec De Sailly, quand on était parti en 2004 avec Thuram, en 2008 avec Thuram. Excuse-moi, c'est vrai, en 2008 avec Thuram, c'est quand même incroyable, c'est quand même malheureusement, triste. Je pense qu'on va partir comme ça. Et si on va à la Coupe du Monde. Et on va rester là. Messieurs, est-ce que vous êtes positifs? Dites-moi juste positif, négatif, on va faire un petit tour de table encore sur ce barrage de la Coupe du Monde, peu importe l'adversaire. Valentin. Positif. Faut voir positif. Toi, tu penses qu'on va passer? Je sais pas. Et dis, moi aussi, je suis comme toi. Moi, j'ai aucune notion. Honnêtement, je garde rien de ces deux derniers matchs. J'étais content d'un point de vue sur l'état d'esprit, mais après, voilà, comme disait Greg, ça reste l'Australie et ça reste la Finlande. On sait pas. Linda Nutello. On doit passer. Il faut passer. Allez, 3 contre 2, on va voir ça. On a enregistré parce qu'il y a eu un bel hommage pour Greg Drouillat qui l'a pas entendu en début d'émission, mais on refera un autre hommage pour celui qui s'est trompé. J'espère que je suis dans les gagnants. Voilà. T'as pris cher, mon gars. T'as pris très cher. T'as pris très cher. Il y a des messages qui affluent partout là. On regarde même plus. Fin de ce débat. On va bien sûr terminer avec Monsieur Linden Nutello et sa chronique, la semaine Twitter des sportifs. Ah non, mince. J'ai gâché la surprise. Le petit jingle, on revient. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Nutello. Oh, nous sommes les Canets. Et ce soir, on va gagner. Tous nos joueurs sont motivés. Sommes les Canets. C'est moche, c'est très moche. Alors Linden, pourquoi cet hymne là en fait? Parce que c'est moche comme ce qui s'est passé cette semaine. C'est très moche. Horrible. Et on va faire un lien avec la chronique d'Eddy. Victoire de Caen contre Milan AC 3-0. Un Milan qui avait quand même Matri, qui avait Dunian, qui avait catastrophe. Et justement, ça a fait réagir Twitter. Et ils sont venus en tongs. Donc ce n'est pas du FIFA, c'est du réel. Mais comment est-ce possible? On a demandé à Twitter. Les tutos justement ont trouvé la réponse. Et sachez qu'elle nous vient de l'équipe de France. Oh. Bah oui, parce que Babs qui nous dit depuis que Benzema a marqué, il se passe des choses bizarres au foot. Ça commence avec la victoire de Caen face au Milan. Ou encore Super Président qui met je mets la chaîne équipe 21. Je vois que Caen mène 2-0 face au Milan. Le but de Benzema a vraiment changé beaucoup la face du monde. Un dernier qui sur Benzema. Benzema marque. Grosjean mène à la moitié d'un Grand Prix. Et Caen mène 3-0 à Milan. À l'évidence, nous sommes entrés dans la 4ème dimension. Alors,
Ensuite, mais Benzema, on sait aussi qu'en dehors du foot, c'est un peu le rap. Le duel Rov, Booba, enfin, on sait très bien. Et justement, vous connaissez le célèbre son AC Milan. C'est vrai. Et Marco Samsodo qui nous met, à cause de quand le clash de Booba AC Milan a perdu toute crédibilité. C'est vrai. Et le jeu de mots le plus pourri de l'univers, c'est celui de Ryan Ogesenis qui nous met, j'en ai assez du Milan, c'est quand qu'il marque. Alors celui qui a compris, je le vire tout de suite de l'équipe. C'est pas mal. Et puis, pour conclure, le tweet le plus réaliste quand même sur ce match, et je pense qu'il est la vraie raison de ce résultat, c'est Charles B98 qui lui met, les Milanais, ils ont pris le chèque et c'est tout. Merci beaucoup Linden Lutello pour cette chronique. C'était la fin de la chronique, je t'ai pas coupé avant, j'espère. J'en avais une petite dernière, vas-y, fais-nous c'était plaisir, en dehors de quand. Alors c'est Jérémy Janot qui a posté une petite photo. C'est la photo salopard de la semaine quand même. Il a diffusé une photo du logo du Mans qui disait, alors sur la photo il était écrit pour la construction d'un club de légende. Et il a commenté ainsi. Alors, tu disais quoi déjà? Excellent. Il a fallait. Et la petite dernière, c'est 30 secondes. Il y avait le match de foot féminin du PSG qui s'est fait sortir. Exactement. Et j'ai vu ça, parce que c'est Eddy qui l'a retweeté. J'ai vu Pierre B qui a mis un petit tweet qui était assez marrant, qui disait, comme d'habitude, Pastore, transparent. C'était pas mal. Et on en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans la chronique de Charlotte. Merci à tous les amis d'avoir été là. Merci Greg d'être venu pour les 10 dernières minutes, ça faisait plaisir. Désolé. Tu réécouteras l'émission, on avait fait une super dédicace pour toi en début d'émission. Merci Eddy, merci Linden, merci bien sûr à Valentin. Et ben nous, la semaine prochaine, on se retrouve comme chaque vendredi, 13h-14h avec les supporters canets. Et merci à tous pour vos magnifiques messages que vous nous avez envoyés. Bonne semaine. Et puis tout de suite, vous retrouvez, je crois, il me semble, à 14h, la Révolution silencieuse, tiens, avec Estelle Pénin. Ça va être intéressant. Je vous laisse en tout cas en compagnie d'Estelle Pénin. Bonne journée. IDFM Sport est une émission du groupe Initiative. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et initiative.com. Et non, Paris n'est pas magique. Les Parisiennes ont en effet terminé leur campagne européenne pour la saison. Battues à l'aller de buts à 1 sur la pelouse de Tireso, les filles de Farid Benstiti ont cette fois-ci concédé le nul lors du match retour à Charletti sur le score de 0-0. Au terme d'un match insipide, ennuyeux et plutôt mal couvert par les équipes de beIN Sport, le PSG quitte donc la Ligue des Champions féminine dès les 16e de finale. Une grosse désillusion, car doit-on rappeler que le club de la capitale avait fait de la Ligue des Champions son objectif numéro 1 de la saison. Mais mercredi, c'est en pleurs que nous avons quitté les filles parisiennes. Étaient-ce des larmes de déception ou des larmes de rage contre soi-même? Vous savez, comme quand on pleure car on se dit qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller au bout des choses. Le PSG n'était-il pas trop dans un excès de confiance? Quoi qu'il en soit, désormais la saison parisienne va seulement s'orchestrer autour du championnat. Mercredi, il y avait un second match, celui des Lyonnaises. Un match dans lequel on a d'ailleurs pu voir un tout autre état d'esprit. Vainqueurs 4-0 au match aller, les filles de Patrice Lers se sont cette fois-ci imposées sur le score de 6-0 face à Twente. 6-0. Sans jamais baisser le rythme. Avec en cadeau une superbe frappe de 25 mètres en pleine lucarne de Louisa Nessib. Un pur bijou. Mais revenons-en aux Parisiennes. Alors après ce coup d'arrêt du côté du club de la capitale, je me demande une chose. Farid Benstiti va-t-il être conservé jusqu'à la fin de la saison au PSG? Certains de ses choix tactiques, comme par exemple faire jouer Delannoy à droite ou encore titulariser Aslani qui depuis 1 an ne montre pas grand-chose, sont tout de même à critiquer. En tout cas, je pense que du côté de la direction, ce coup d'arrêt qui intervient si tôt dans la saison ne doit pas être vu d'un très bon œil. Donc, affaire à suivre. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.